Et pour aborder ce sujet, tel le détroit d'Ormuz, mais aussi la guerre américano-iranienne, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Samir Selimane. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Déjà, pour évaluer la force militaire américaine, comment 90 jours de guerre ont-ils révélé les limites de la puissance militaire américaine dans sa gestion du dossier iranien, à votre avis? Bien sûr, l'analyse de ces 90 jours de confrontation armée directe et indirecte initiée au début de l'année a révélé une réalité complexe. Si la puissance militaire américaine ou israélienne a infligé des dommages structurels considérables à l'Iran, elle a également mis en lumière les limites de la seule force pour dicter une issue politique durable. Donc seule la force militaire n'a pas pu réaliser les objectifs américains qui est déclenché le 28 février dernier. Ils ont approuvé la supériorité technologique des projections des forces. En frappant durement l'infrastructure, comme on a évoqué, les missiles balistiques, les bases. Cependant, plus tard, les objectifs n'ont pas été atteints. Donc, ni changement de régime, ni capitulation totale de terrain, comme elle a été annoncée par M. Trump. Donc, n'ont pas été atteints. La pression militaire brute se heurte à plusieurs obstacles. La résilience systématique, asymétrique de l'appareil militaire iranien qui est conçu pour survivre à des vagues de bombardements en dispersant ses capacités sous terre, en s'appuyant aussi sur des technologies décentralisées comme des drones, des Shahid, des missiles balistiques mobiles et autres. Le nationalisme défensif de l'agression extérieure tend temporairement à geler les contestations internes. Vous voyez, quand un pays fait face à un ennemi, la population, malgré qu'ils sont sous pression énorme, ils se tournent autour de leurs dirigeants. Ils ne les laissent pas seuls. Ça permet au régime de terrain de justifier une pression accrue au nom de la sécurité nationale. Oui. Je reprends la question d'une autre manière. Pourquoi les pressions militaires américaines à elles seules n'ont-elles pas permis à Washington d'atteindre ses objectifs vis-à-vis de Téhéran? C'est exactement ce qu'on a évoqué. Oui, alors j'aimerais bien mettre l'accent sur les objectifs américains. Quels étaient les objectifs américains au début de la guerre? Au début de la guerre, c'est la capitulation totale de l'Iran sans condition, le régime, l'éloignement total du régime en place, et régler le problème surtout des missiles balistiques pour la sécurité d'Israël, et l'anéantissement total de l'idée que l'Iran possédera un jour l'arme nucléaire. Toutes ces questions n'ont pas abordé. Donc la seule question qui est revenue sur surface, c'est le détroit d'Ormuz qui était déjà libre à la circulation. Elle est devenue sous l'autorité iranienne après la guerre. Maintenant on parle de détroit d'Ormuz, on ne parle plus de sécurité nucléaire, on ne parle plus de balistique, on ne parle plus de tout ça. C'est ça qui était au début des objectifs. Parce que les Américains, ils ont mal calculé les capacités des Iraniens à gérer une situation telle qu'on a évoquée tout à l'heure, à la première question. Voilà les objectifs dès le début qui n'ont pas été réalisés nulle part. Oui. Où en est aujourd'hui vis-à-vis des négociations entre les États-Unis et l'Iran? Bon, il y a toujours, comme on le sait, M. Trump n'avance pas, il recule d'eux. Il essaie de maintenir un discours à double voix, mettre la pression maximale militaire sur l'Iran et évoquer le problème évoquer les questions de négociation.
Aujourd'hui, on est dans cet état-là depuis quelques temps, pas mal de temps déjà. Il est clair que lui, il veut sauver la face, c'est parce qu'il subit une pression énorme intérieure. Il a commencé à perdre énormément de son bloc de MAGA qu'on appelle Make Great Again, son parti, le noyau dur de son parti. Même ce parti-là, il commence à le lâcher. Le parti républicain a commencé aussi à poser des questions. Le Congrès américain, énormément de partis démocrates, et ils ont dit ils ont voté une loi, il n'y a pas plus tard que la nuit dernière, de cesser la guerre. Sauf que M. Trump, c'est lui qui doit prendre en finale la décision. Donc M. Trump a arrêté la guerre. Bien entendu, Iran aussi, parce que la des pertes énormes ici. On ne peut pas dire. Sauf qu'Iran, ils n'ont pas les mêmes configurations de soldats perdus, de l'infrastructure, tout ça. Ils ont l'habitude. Et ils continuent à faire parce qu'ils font la guerre sainte, ils font la guerre contre l'ennemi, tout le monde autour de la direction. Donc on est dans une phase un pas en avant, un pas en arrière, mais les dernières déclarations de M. Trump que peut-être le week-end prochain on pourra trouver un accord. Parce que lui souhaite qu'on termine cette guerre. Parce que pour lui, vous avez vu, entendu parler, la dernière avertissement à Netanyahou. Mais aujourd'hui, l'Iran exige à nouveau que les deux dossiers sont ensemble. Lui, il essaie de séparer le dossier libanais par rapport au dossier de Golfe. Mais l'Iran, dès qu'il se trouve en position de force, il rajoute une condition supplémentaire. Voilà, aujourd'hui, on en est. Sauf que mon impression personnelle, c'est qu'il y aura un accord. Il y aura un accord pour sauver la face de Trump, personnellement, et les Américains. Et à votre avis, le rôle des pays de la région dans ces négociations entre l'Iran et les États-Unis, quel rôle on peut jouer vraiment ? On parle de la région, on parle de la région de Pied de Golfe. Je ne souhaite pas l'extension de cette guerre parce qu'il revient toujours. Je ne sais pas préparer depuis des décennies à affronter des guerres à l'Iran. Il y avait à l'époque juste des menaces. Sauf que maintenant, on passe à l'acte hier. Il y avait des missiles qui sont endommagés considérablement l'aéroport de Koweït. Et la base de Al-Udeid, la plus grande base américaine au Moyen-Orient, qui atteint plusieurs fois toutes les bases américaines au Moyen-Orient, ils sont vidés de soldats. Leur position, c'est de souhaiter trouver un accord préalable. Un accord qui permet de cesser cette guerre. Tout le monde, même les Émirats arabes unis, bien entendu l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, ne souhaitent pas rentrer en guerre. Et ils ont vu que ces bases américaines ne les protègent pas. Donc les missiles peuvent les atteindre à tout moment. Et les Américains ne peuvent pas arrêter les missiles, ni les Israéliens. Donc c'est ça leur situation. Ils souhaitent qu'on trouve un accord définitif. Ils ont même annoncé quelque part dans certains médias qu'ils souhaitent trouver un accord définitif avec les Iraniens. Quant aux Européens, les Européens souhaitent un issue diplomatique. Ils l'ont annoncé dès le début. Ils ne font pas partie de cette guerre, qu'ils n'ont même pas été consultés, ni demandé, ni accord, ni donné leur accord. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Oui. Et si on parle de la Chine et la Russie, bien sûr, qui soutiennent bien l'Iran, même si c'est pas militaire ou bien c'est pas déclaré que c'est militaire, mais en même temps il y a un grand soutien. Alors quel est le rôle de ces deux pays ? Bon, le rôle de deux pays, elle est pas cachée, elle est jour en plein jour. Même le président américain, il y a 2 jours, il a dit oui, les Russes, les Chinois aident les Iraniens. Bon, c'est un peu, il a presque normalisé. Oui, c'est un peu normal, on le sait déjà. Donc, elle le sait, parce qu'il y a des accords préalables, des accords militaires, accords économiques, accords appelés-là comme vous voulez, et il sait que l'Iran seul ne peut pas tenir tête aux Américains et aux Israéliens. Sans l'aide économique et militaire
et matériel chinois et russe, elles ne peuvent pas continuer. Et peut-être il va continuer. Parce que de l'intérêt du Chinois que l'Iran ne tombe pas complètement capitulé sous la main américaine. Donc tout le monde est au courant de tout aujourd'hui. Les États-Unis et que les Chinois, bien qu'elle a visité la Chine il n'y a pas très longtemps, mais on ne peut pas cacher ça. C'est clair, c'est précis. On sait que l'Iran reçoit des militaires très importants qui lui permet de continuer cette guerre. Si on est très optimiste et on voit qu'il y aura un accord de paix ou bien de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran bientôt, est-ce que ça veut dire qu'il y aura quand même des tentatives pour une paix durable entre Israël et tous les pays de la région? Durable non, mais temporaire oui. Parce qu'Israël, elle n'est jamais sûre. Ils ont fait un accord avec le Liban et le lendemain, ils sont retournés contre eux. Ils ont détruit toute l'infrastructure du sud du Liban et partout. Il n'y a aucune garantie de faire une paix durable avec Israël, sauf que le pays elle est assez puissant, comme l'Égypte. Elle ne peut pas s'approcher 1 mètre, 1 centimètre aux frontières égyptiennes. Elle sait très bien, l'Israël. Mais un pays faible, facile à écraser, le Liban, la Jordanie, Palestine et autres, ils peuvent les anéantir. Donc une paix temporaire pour passer cette période difficile. Un accord qui permet de sauver la face pendant la période de gouvernance de M. Trump. Il lui reste encore 2 ans et demi. Voilà, donc c'est durable, je ne crois pas, c'est pas la nature israélienne, parce que leur ambition, ils s'agrandissent tous les jours. Ils l'ont annoncé. Elles veulent de Nil au Fourat. Ils veulent la terre promise. Donc voilà, il faut prendre ça en considération. Mais quand même, on peut dire que avec la présence des États-Unis, avec sa force, ils peuvent quand même imposer à Israël de réaliser la paix avec les pays de la région, comme il l'a fait quand même avec l'Égypte, avec la Jordanie. Imposer actuellement pour quelque temps, qu'on a dit provisoirement, oui, mais durablement, parce que votre question c'est durable. Durable, c'est-à-dire un pays fort et voisine, comme l'Égypte, n'ont pas le choix. Oui. C'est pas par plaisir, ils n'ont pas le choix. Si c'est pas ça, ça sera des catastrophes, des deux côtés, bien entendu. Donc ils ne veulent pas ça. Donc durable, je ne crois pas. Mais temporaire, partiellement, momentanément, oui, ils peuvent imposer. Les Américains, ils ont sur cette voie-là. Parce que M. Netanyahu, s'il ne fait pas de guerre, il sera en prison. Donc on le sait très bien. Il a accusé énormément de chefs d'inculpation, donc il a tout intérêt de continuer une guerre par-ci et par-là. Mais une paix provisoire, oui, mais pas durable. Oui, une dernière question en 1 minute, c'est concernant la situation en Syrie vis-à-vis d'infiltrations israéliennes. Bon, la Syrie actuellement, pour préserver ses frontières, c'est des guerres à l'intérieur, ils subissent un peu ce qu'il dicte M. Trump à M. El-Shara. Le problème, que le sait d'où il vient. Il vient de l'autre côté, Daesh et tous ces mouvements terroristes et ainsi de suite. Donc il lui a dit, bon là, on connaît ton histoire, si tu veux rester en paix, si tu peux rester vivant, tu fais ce qu'on te demande de faire. Bon, bien sûr, dans des limites assez acceptables vis-à-vis la société syrienne, arabo-mondiale aussi. Et il faut que la Syrie subisse un peu le jeu américain. Bien sûr, qui dépend de l'intérêt israélien en premier lieu. Parce que les Américains, s'ils dictent une règle aux Syriens, c'est parce qu'ils tiennent en considération l'intérêt israélien, avec toute une négociation qui a un changement de position aux situations. Mais ils sont surveillés à la loupe. Mais à part ça, la Syrie, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre.
C'est clair. Je vous remercie beaucoup, docteur Samir Sleiman. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous avez parlé de toute la situation dans la région du Golfe vis-à-vis de la guerre américano-iranienne, ainsi que les relations, bien la guerre que mène Israël au Liban et en Syrie, la situation, les espoirs de paix dans la région, soit entre les États-Unis et l'Iran, soit entre Israël et les pays de la région. Je vous remercie beaucoup et c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.